Quel a été le travail le plus triste que vous ayez fait et qui vous a fait tout remettre en question? Je naviguais sur Craigslist à la recherche de petits boulots lorsque je suis tombé sur l'annonce la plus étrange que j'ai jamais vue. Pleurer à mes funérailles pour 200 $. Ça devait être une blague, mais par expérience, c'était toujours les annonces bizarres qui me rapportèrent de l'argent. J'ai donc envoyé un message et organisé une rencontre. Eh bien, ce n'était pas une blague. La femme, Hélène, a glissé un billet de 100 $ sur la table, roulé de la même manière que le font les revendeurs louches, et a souri. C'est votre acompte. Les 100 autres arrivent après que vous ayez pleuré à chaudes larmes à mes funérailles dans environ 6 semaines. Je suis resté là, complètement perdu. Hélène n'avait qu'une trentaine d'années, et honnêtement, elle avait l'air assez saine, bien qu'un peu fatiguée autour des yeux. Vos funérailles dans 6 semaines? J'ai demandé. Elle a hoché la tête. Oui. Les médecins m'ont donné entre 4 et 6 semaines avant que le cancer du pancréas ne mette fin à ma vie. Je sais que ça a l'air morbide, mais je n'ai plus de famille pour me pleurer. Et mes amis sont trop superficiels pour s'en soucier. Je veux juste partir en sachant qu'au moins une personne est prête à verser des larmes pour moi quand je serai parti. Je n'ai pas pu dire non, je me sentais horrible. Je peux pleurer, je suis très doué pour pleurer, l'ai-je assuré. Hélène a ri de mon enthousiasme. Tu ne peux pas simplement te pointer et pleurer pour rien, a-t-elle dit. Tu as besoin de me connaître. D'avoir des souvenirs spécifiques à sangloter. Ainsi, pendant quelques heures ce week-end-là, je la rencontrais et nous traînions simplement, prenant des photos et des vidéos ensemble, comme si nous étions amis depuis des années. Ça, c'est moi au camp, a-t-elle dit, pointant une fille maigre avec un appareil dentaire. Mes parents m'ont mise là en espérant que j'apprendrais à nager, mais ça n'a fait que me rendre plus terrorisé par l'eau. Elle m'a tendu d'autres piles de vieux albums photos, me présentant chaque personne comme si j'étais un journal intime. Et c'était étrangement paisible d'écouter l'histoire de sa vie. Elle a sorti un classeur poussiéreux lors de la réunion suivante et a souri. Voici ma liste de choses à faire avant de mourir, littéralement. Les premières pages étaient remplies d'aventures que je n'aurais jamais attendues d'elle. Spéléologie, plongée sous-marine, photos devant la pyramide égyptienne. Tu es incroyable, lui ai-je dit. Elle a souri tristement. Un peu triste que toutes ces aventures se terminent ici. Bref, ne nous attardons pas sur la tristesse. J'ai quelque chose que tu dois apprendre pour moi. Elle a sorti son téléphone et a ouvert Spotify. C'est pour la playlist des funérailles. Ma meilleure amie au monde devrait au moins connaître mes chansons préférées, m'a-t-elle souri. Elle a allumé son appareil photo et m'a tendu la main lorsque Endless Love a commencé à jouer. Dansons. Nous nous sommes balancés dans son petit appartement, sa tête contre ma poitrine. L'odeur de son shampoing à la cannelle a rempli ma tête. Puis-je te dire quelque chose? A-t-elle demandé doucement. J'agis comme si j'étais toute heureuse comme ça. Mais je suis terrifiée. Elle a enfoui son visage dans ma chemise, ses larmes la tachant légèrement. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es courageuse et je suis content de pouvoir t'appeler mon ami. Lui ai-je murmuré en retour, et je le pensais sincèrement. Nous avons passé les week-ends suivants à essayer de remplir un petit album photo, allant ensemble dans des restaurants, des concerts locaux et des événements. Des choses qui ne m'avaient jamais vraiment intéressé se sentaient si bien lorsqu'elles étaient faites avec elle. Mais elle s'affaiblissait, perdait du poids, se déplaçait plus lentement, grimaçant chaque fois qu'elle pensait que je ne regardais pas. Nos réunions sont passées de son salon à sa chambre, simplement assise à côté de son lit, regardant des films avec sa tête sur mon épaule, parlant et prenant des photos ensemble pour les funérailles avant qu'elle n'ait besoin de se reposer à nouveau. C'était déchirant de voir quelqu'un d'aussi plein de vie la perdre lentement. Une nuit, après une journée particulièrement mauvaise, elle s'est tournée vers moi et a dit « J'aimerais que nous nous soyons rencontrés à mes années de bonne santé. Nous aurions pu avoir quelque chose de réel. » Quand je me suis penché pour l'embrasser, elle a tourné son visage. « S'il te plaît, ne tombe pas amoureuse d'une femme mourante. » a-t-elle murmuré. « C'est le pire investissement que tu feras, et ça ne fera que me rendre encore plus impuissante. » J'aurais dû le faire de toute façon. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de son avocat m'informant qu'Hélène était décédée dans son sommeil et que les funérailles étaient prévues dans 2 jours. Je pensais que j'étais prêt, mais la nouvelle de son décès a fait plus mal que tout ce que j'avais vécu. Je me suis présenté au salon funéraire dans mon seul costume,
Le directeur du salon funéraire m'a tendu un programme avec un de nos selfies sur la couverture. Hélène m'avait inclus comme son ami le plus cher dans la nécrologie. Les larmes qui sont venues étaient faits réels. J'ai sangloté pendant tout l'éloge funèbre, parlant de toutes ces aventures, de la danse, des autres souvenirs que nous avions créés. Mais je n'aurais pas dû pleurer pour elle, car des mois plus tard, dans un des restaurants qu'elle aimait, je l'ai vue au coin de la pièce. Au début, je n'étais même pas sûr que c'était elle. Elle était blonde maintenant au lieu de brune, en bonne santé au lieu d'être malade. Mais par son rire doux et son sourire charmant, je savais que c'était elle. Nos yeux se sont rencontrés de l'autre côté de la pièce. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche et est tombée sur l'assiette. Elle a détourné le regard rapidement, mais j'ai déjà vu la panique éclairer son visage. Mes mains se mettent à trembler, alors je saisis le bord de la table pour me rassurer. Elle est blonde maintenant au lieu de châtain, porte une jolie robe qui a probablement coûté plus que mon loyer, riant avec un homme en costume comme si elle ne se souciait de rien. Mais je connais ce rire. Je connais la façon dont elle incline la tête lorsqu'elle sourit. C'est Hélène, la même Hélène qui est morte il y a 3 mois. La même Hélène pour qui j'ai pleuré à ses funérailles. Je me souviens de la première fois que je l'ai rencontrée assise dans ce café 6 semaines avant que tout ne tourne mal. Elle m'a glissé un billet de $100 roulé sur la table entre nous et a souri comme si nous faisions une sorte de deal de drogue. Elle m'a dit qu'il lui restait peut-être 4 à 6 semaines parce que le cancer du pancréas la rongeait vivante. Elle a dit qu'elle n'avait pas de famille, pas de vrais amis, personne qui pleurerait quand elle serait partie. Je me suis senti si mal pour elle que j'ai accepté le travail sans réfléchir à quel point c'était étrange. Elle m'a fait promettre de pleurer pour de vrai, que ça ait l'air réel, et a dit qu'elle avait besoin que je connaisse son histoire d'abord pour avoir de vrais souvenirs à regretter. Nous avons donc passé les week-ends ensemble après cela. Elle m'a montré de gros albums photos avec des photos d'elle enfant au camp d'été. Elle m'a raconté comment ses parents voulaient qu'elle apprenne à nager, mais l'eau l'effrayait trop. Elle a sorti ce vieux classeur avec sa liste de souhaits à l'intérieur, et j'ai pu voir toutes les choses incroyables qu'elle avait faites. Voyages dans des grottes et plongées océaniques, et se tenir devant les pyramides en Égypte. Je lui ai dit qu'elle était incroyable, et elle m'a juste donné ce sourire triste comme si rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Puis elle a mis de la musique sur son téléphone et m'a demandé de danser avec elle juste là dans son petit appartement. Nous nous sommes balancés ensemble pendant qu'une vieille chanson d'amour jouait et elle a posé sa tête contre ma poitrine. Ses cheveux sentèrent la cannelle. Elle m'a dit qu'elle avait peur même si elle agissait joyeusement. Elle a pleuré un peu et j'ai senti les larmes mouiller ma chemise. Je lui ai dit que j'étais content de pouvoir l'appeler mon amie et je l'ai dit avec chaque mot. Nous sommes allés dans des restaurants et des concerts ensemble au cours des semaines suivantes. Nous avons pris tellement de photos pour le diaporama des funérailles. Mais elle a commencé à s'affaiblir. Elle a perdu du poids. Elle se déplaçait plus lentement. Elle faisait une grimace quand elle pensait que je ne regardais pas. Très vite, nos réunions sont passées de son canapé à sa chambre parce qu'elle était trop fatiguée pour faire grand-chose d'autre. Nous regardions juste des films avec sa tête sur mon épaule et prenions plus de photos avant qu'elle n'ait besoin de se reposer. Une nuit, elle m'a dit qu'elle aurait aimé que nous nous rencontrions quand elle était en bonne santé. Elle a dit que nous aurions pu avoir quelque chose de réel. J'ai essayé de l'embrasser, mais elle a tourné la tête. Elle m'a dit de ne pas tomber amoureux d'une femme mourante parce que c'était le pire choix que je pouvais faire, et ça ne ferait que la faire se sentir pire. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui se disait son avocat. La voix m'a dit qu'Hélène était morte dans son sommeil. Les funérailles étaient dans 2 jours. Je ne pouvais pas le croire. La nouvelle a fait plus mal que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Je me suis présenté au salon funéraire dans mon seul costume. Le type du salon funéraire m'a tendu un programme avec un de nos selfies imprimés sur la couverture. La nécrologie m'a catalogué comme son ami le plus cher. J'ai pleuré de vraies larmes pendant tout l'événement. J'ai fait cet éloge funèbre parlant de ses aventures et de la danse et de tous nos souvenirs ensemble. Je pensais que je faisais quelque chose de bien pour quelqu'un qui est mort seul et effrayé. Mais maintenant, je la regarde de l'autre côté de ce restaurant 3 mois plus tard. Elle est en bonne santé et blonde et porte des vêtements chers. Elle rit comme si rien ne s'était passé. Quand elle me regarde à nouveau, je pousse ma chaise en arrière et me lève. Mes jambes tremblent, mais je commence à marcher vers sa table de toute façon. J'ai besoin de réponses.
J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Elle me voit arriver et tout son visage devient blanc. Elle attrape son sac rapidement et dit quelque chose de rapide au gars assis avec elle. Puis elle se lève et se dirige vers l'arrière du restaurant. Je me ferai un chemin à travers d'autres personnes qui dînent en essayant de la suivre. Quelqu'un me crie dessus pour avoir heurté sa table, mais je m'en fiche. Au moment où j'atteins la sortie arrière et que je pousse la porte vers l'allée, elle est déjà partie. Je reste là dans l'allée sombre derrière le restaurant. Mon cœur bat si fort que je peux l'entendre dans mes oreilles. Mes mains ne s'arrêtent pas de trembler. Je suis confus et en colère, et je ne sais pas quoi penser. De retour à mon appartement ce soir-là, je sors le programme commémoratif du tiroir de mon bureau. Je regarde notre photo sur la couverture. Nous avons l'air si heureux sur cette image. J'ouvre mon téléphone et je parcours tous nos vieux SMS. Elle m'a remercié d'avoir été prêt à pleurer pour elle. Elle m'a appelé un bon ami. Elle a dit qu'elle était reconnaissante que nous nous soyons rencontrés. Chaque mot sonne comme un mensonge. Maintenant, je ne peux pas dormir, alors je commence à tout revoir en essayant de trouver des indices que j'ai manqués auparavant. L'avocat qui a appelé ne m'a jamais dit son nom. Je n'ai jamais eu de numéro de rappel. Le salon funéraire a tout fait, mais je n'ai jamais vraiment vu de certificat de décès. Quand j'ai essayé de visiter son appartement après les funérailles pour récupérer quelques photos qu'elle m'avait promises, le gérant a dit que le bail était au nom de quelqu'un d'autre. Rien n'a de sens. Au moment où la lumière du matin commence à traverser ma fenêtre, j'ai pris une décision. J'ai besoin de découvrir la vérité, mais je ne vais rien faire de stupide comme la confronter seule. J'attrape un carnet et je commence à écrire des étapes concrètes que je peux suivre. Contacter le salon funéraire et poser des questions. Consulter le bureau de l'état civil pour un certificat de décès. Parler à la police de ce qui s'est passé. Essayer de savoir si quelqu'un d'autre a été payé pour se présenter à ce service commémoratif. Je rends la liste claire et concise pour savoir exactement quoi faire ensuite. Le lendemain matin, je sors mon téléphone et je cherche le numéro du salon funéraire dans mon historique d'appel. Mon doigt plane au-dessus de l'écran pendant 1 seconde avant que j'appuie sur la numérotation. Une femme répond et je demande à parler à la personne qui a géré le service commémoratif d'Hélène il y a 3 mois. Elle me met en attente et une musique de piano douce joue dans mon oreille. Après environ 2 minutes, un homme répond et se présente comme Alan Bellamy. Je lui donne mon nom et lui explique que j'ai assisté au service, que j'ai été répertorié comme un ami proche dans le programme. Puis je lui dis que j'ai vu Hélène vivante dans un restaurant la semaine dernière. La ligne reste silencieuse si longtemps que je pense que l'appel a été coupé. Quand Alan parle enfin, sa voix est tendue et mal à l'aise. Il dit qu'il doit sortir le dossier et me demande d'attendre à nouveau. Quand il revient, il admet quelque chose qui me retourne l'estomac. C'était techniquement un service commémoratif. Pas des funérailles, car il n'y a jamais eu de reste. Pas de corps, pas de cendres, rien. Alan a l'air embarrassé en expliquant que quelqu'un a payé en espèces pour la location du lieu, les programmes et la coordination de base. La paperasse était minime car il n'y a pas eu d'enterrement ou de crémation réelle. Il dit que les services commémoratifs sans reste ne sont pas rares lorsque les familles veulent honorer quelqu'un qui a fait don de son corps à la science ou a été incinéré en privé. Je demande s'il peut vérifier quel nom figurait sur la paperasse du paiement. Il me met en attente à nouveau et je peux entendre des bruissements de papier en arrière-plan. Quand il revient, il dit que le contrat a été signé par quelqu'un utilisant seulement une initiale et un nom de famille, payé entièrement en espèces, sans trace de carte de crédit ou de chèque. Il promet de me rappeler avec plus de détails après avoir tout vérifié correctement. Ensuite, je me rends au bureau de l'état civil au centre-ville et me gare sur le terrain derrière le bâtiment. À l'intérieur, les lumières fluorescentes bourdonnent au-dessus de ma tête et une employée est assise derrière un comptoir en train d'organiser des dossiers. Je m'approche et lui demande de chercher un certificat de décès au nom complet d'Hélène. Elle tape lentement sur son ordinateur, ses doigts tapotant le clavier une touche à la fois. Après plusieurs minutes, elle secoue la tête et dit qu'il n'y a rien dans le système. Je sens ma poitrine se serrer, alors qu'elle explique que le traitement peut parfois prendre quelques semaines, mais 3 mois auraient dû être plus que suffisants pour que tout décès réel apparaisse dans les dossiers. Elle demande si j'ai la date du décès, et je lui donne le jour exact où l'avocat m'a appelé. Elle cherche à nouveau en utilisant la date, mais ne trouve toujours rien. Elle suggère que la mort a peut-être eu lieu dans un autre comté ou État, mais son ton indique clairement qu'elle pense aussi que quelque chose ne colle pas.
De là, je me rends directement au poste de police et je me dirige vers le comptoir principal. L'officier de service a l'air ennuyé jusqu'à ce que je dise « J'ai besoin de déposer un rapport concernant une fraude potentielle ». Il sort un formulaire et clique avec son stylo. Soudain plus intéressé. Je commence par le début avec l'annonce Craigslist offrant $200 pour pleurer à des funérailles. Ses sourcils se lèvent, mais il continue d'écrire. J'explique les semaines à construire une fausse amitié, les histoires sur le cancer terminal, le service commémoratif où j'ai prononcé un véritable éloge funèbre. Puis je lui raconte l'avoir vue vivante et en bonne santé au restaurant. Il arrête d'écrire et me regarde pendant un moment avant de me demander si j'ai des preuves. Je sors mon téléphone et lui montre les vieux SMS, le programme commémoratif et les photos que nous avons prises ensemble. Il prend note de tout et dit que quelqu'un de l'unité des crimes financiers me contactera. Il m'avertit que ces cas peuvent être difficiles à prouver et me demande si j'ai perdu autre chose que les $200. Je lui dis que ce n'est vraiment pas une question d'argent. 2 jours plus tard, mon téléphone sonne avec un numéro que je ne reconnais pas. Une femme se présente comme la détective Maeve Donnelly des crimes financiers. Sa voix est professionnelle mais pas froide, et elle me demande si je peux venir au poste pour un entretien. J'accepte. Et 1 heure plus tard, je suis assis dans une petite pièce avec elle de l'autre côté d'une table. Elle a la quarantaine avec des cheveux foncés tirés en arrière, et elle prend son temps pour écouter pendant que je repasse toute l'histoire. Je lui montre les SMS, le programme avec notre selfie sur la couverture et d'autres photos de notre temps ensemble. Elle pose des questions détaillées sur la méthode de paiement, la chronologie et si j'ai déjà rencontré quelqu'un d'autre lié à Hélène. Quand je mentionne l'avocat qui a appelé au sujet de son décès, elle demande si j'ai un numéro ou un nom. Je secoue la tête et admets que je n'en ai jamais eu. La détective Donnelly se penche en arrière sur sa chaise et dit « Cela pourrait potentiellement être un vol par tromperie si Hélène a pris de l'argent dans de fausses circonstances. » Elle explique que prouver la fraude nécessite de montrer l'intention de tromper et que quelqu'un a subi un préjudice. Elle me demande si je suis prêt à coopérer à une enquête et je dis immédiatement oui. La détective Donnelly suggère que je publie des messages soigneusement rédigés dans des groupes locaux pour demander si quelqu'un d'autre a assisté au service commémoratif. Je me sens nerveux à l'idée de rendre cela public, mais elle explique que trouver d'autres victimes renforcerait grandement l'affaire. Elle m'aide à rédiger une publication vague qui pose des questions sur le service sans utiliser le nom complet d'Hélène ni porter d'accusation. Ce soir-là, je suis assis sur mon canapé en regardant le brouillon du message sur mon téléphone. Finalement, je le publie dans 3 groupes communautaires différents, puis je ferme l'application parce que je ne peux pas supporter d'attendre les réponses. En quelques heures, quelqu'un du nom d'Elias Leblanc m'envoie un message privé. Il dit qu'il a été payé $200 pour se faire passer pour le cousin d'Hélène au mémorial. Son message sonne à la fois en colère et embarrassé. Il demande si nous pouvons nous rencontrer pour comparer nos notes et dit qu'il se sent malade à cause de tout cela depuis que c'est arrivé. Je prends une capture d'écran de son message et la transfère à la détective Donnelly avant de répondre. Elle me renvoie un SMS rapidement me disant de le rencontrer dans un lieu public et de lui faire savoir quand et où. J'envoie un message à Elias et nous convenons de nous rencontrer dans un café l'après-midi suivant. Le lendemain, j'arrive au café 15 minutes en avance et je prends une table près de la fenêtre. Quand Elias entre, je le reconnais immédiatement du service. Il est grand, porte des lunettes, et il me voit aussi tout de suite. Nous nous serrons la main maladroitement et il s'assoit en face de moi. Il sort son téléphone sans dire grand-chose et me montre des SMS qui ressemblent presque exactement aux miens. Les mêmes instructions pour pleurer de manière convaincante, le même billet de $100 roulé comme à compte, la même promesse de 100 autres après le service. Il mentionne que quelqu'un appelé Ri a géré la plupart de la logistique et des paiements. J'écris le nom et l'envoie à la détective Donnelly pendant qu'Elias commande du café. Nous passons l'heure suivante à rassembler tout ce que nous savons. Aucun de nous n'a rencontré le prétendu avocat d'Hélène. Et nous n'avons tous deux reçu que des appels téléphoniques sans numéro de rappel. Le salon funéraire semblait assez réel, mais tout était minimal et précipité. On nous a dit à tous les deux que le 2e billet de $100 nous serait envoyé par la poste après que nous aurions pleuré de manière convaincante au service. Elias admet qu'il a ressenti une douleur authentique pendant le mémorial parce que l'histoire d'Hélène de mourir seule était si triste. Il dit qu'il a réellement versé de vraies larmes en pensant à quel point elle devait être seule.
Je lui dis que j'ai fait la même chose et nous restons assis pendant 1 minute sans rien dire. Avant de partir, je prends son numéro et je lui promets de le tenir au courant de ce que la détective Donnelly trouvera. Ce soir-là, de retour à mon appartement, je sors à nouveau le programme commémoratif et l'étudie sous ma lampe de bureau. Je cherche tout ce que j'ai pu manquer auparavant, tout petit détail qui pourrait t'aider. C'est alors que je remarque un minuscule code d'impression dans le coin inférieur de la page du dos. Il est si petit que j'ai presque besoin d'une loupe pour le lire. Le code comprend ce qui ressemble à un identifiant d'imprimante et un marqueur de localisation. J'attrape mon téléphone et prends plusieurs photos rapprochées du code, m'assurant que les chiffres sont clairs. Je crée un nouveau dossier sur mon téléphone étiqueté « Preuve » et j'ajoute les photos avec tout le reste que j'ai collecté. Ensuite, j'envoie un SMS à la détective Donnelly à propos du code de l'imprimeur et elle répond qu'elle enquêtera dès la première heure le matin. Le lendemain matin, je conduis de l'autre côté de la ville jusqu'à l'adresse imprimée dans le petit code au bas du programme commémoratif. L'imprimerie est nichée entre un nettoyeur à sec et un bureau d'impôt dans un centre commercial qui a connu des jours meilleurs. À l'intérieur, l'odeur d'encre et de papier emplit le petit espace. Un homme dans la cinquantaine lève les yeux derrière le comptoir où il trie des formulaires de commande. Je sors mon exemplaire du programme et le glisse vers lui. Il le prend et étudie la photo de couverture d'Hélène et moi ensemble. Je demande s'il se souvient de les avoir imprimées. Norman ajuste ses lunettes et hoche lentement la tête. Il dit que quelqu'un est venu il y a environ 3 mois et a payé en espèces pour un service urgent de 200 exemplaires. La commande a été récupérée la veille du mémorial. Je sens mon pouce accélérer lorsque je demande qui a passé la commande. Norman se dirige vers un classeur et en sort un reçu de bon de travail. Il parcourt la page du doigt et s'arrête sur un nom écrit à l'encre bleue. Reese, c'est ce qu'il me dit. Une femme nommée Reese Barnett s'est occupée de tout. Je prends une photo du bon de travail avec mon téléphone et le remercie pour l'information. Norman mentionne que son magasin a une caméra de sécurité couvrant la zone du comptoir. Il garde les images pendant environ 6 mois en cas de litige sur les commandes. Je lui demande s'il serait prêt à partager cet enregistrement avec la police. Il dit qu'il coopérera pleinement avec toute demande officielle et il note la date et l'heure exacte où Reese est venu chercher les programmes. Je quitte le magasin et m'assieds dans ma voiture pendant quelques minutes pour traiter ce que j'ai appris. Un autre nom à ajouter au puzzle. J'envoie un SMS avec l'information à la détective Donnelly ainsi que la photo du bon de travail. Mon téléphone sonne 2 heures plus tard alors que je prépare le déjeuner dans mon appartement. La détective Donnelly me dit qu'elle a effectué une recherche dans la base de données du procureur de l'État pour quelqu'un appelé Reese Barnett. Rien n'est apparu dans le système juridique, mais elle a trouvé autre chose. Il y a une notaire et coordinatrice d'événements portant ce nom qui a une petite entreprise gérant des services commémoratifs et des cérémonies de célébration de la vie. L'entreprise est en activité depuis environ 5 ans sans plainte ni problèmes juridiques enregistrés. La détective Donnelly dit qu'elle demandera les images de l'imprimerie par les canaux officiels maintenant que nous avons une date spécifique et un nom suspect. Elle me rappelle que bâtir une affaire solide prend du temps et des procédures appropriées. Je lui dis que je comprends, mais en privé, je me sens impatient. Chaque jour qui passe, j'ai l'impression qu'Hélène et Rie pourraient disparaître ou trouver de nouvelles victimes. Après avoir raccroché, je m'assieds sur mon canapé et je réfléchis à la suite. L'envie de retourner dans ce restaurant et de confronter Hélène directement est forte. Je veux m'approcher de sa table et exiger des réponses sur les raisons pour lesquelles elle a fait cela. Mais je sais que ce serait stupide et que cela pourrait gâcher l'enquête. Je rappelle la détective Donnelly et lui dis que je n'essaierai pas de contacter Hélène ou Rie par moi-même. Je promets que je ne retournerai pas dans ce restaurant seul, ni ne ferai quoi que ce soit qui pourrait compromettre l'affaire. Elle a l'air soulagée et dit qu'elle apprécie ma coopération. L'enquête doit suivre les procédures légales appropriées, même si je veux des résultats plus rapides. Elle mentionne que ma sécurité compte aussi, car nous ne savons pas comment Hélène pourrait réagir si elle se sent acculée. J'accepte de rester à l'écart et de laisser les professionnels s'en occuper à partir de maintenant. Une semaine s'écoule lentement sans mise à jour. J'essaie de me concentrer sur d'autres choses, mais mon esprit revient sans cesse au visage d'Hélène de l'autre côté de ce restaurant et à quel point elle avait l'air en bonne santé. Finalement, je décide de retourner au restaurant pendant le déjeuner, quand il y a du monde, et qu'Hélène est moins susceptible d'être là. Je veux juste parler au gérant et voir s'il peut fournir des informations utiles. La foule du déjeuner est dense lorsque j'entre et je dois attendre quelques minutes avant que quelqu'un puisse m'aider.
Une femme aux cheveux foncés attachés en queue de cheval s'approche et se présente comme Kay Osborne. Je lui explique que je travaille avec la police sur une affaire de fraude et que la femme que j'ai vue ici pourrait y être liée. Kay écoute attentivement pendant que je décris Hélène et lui montre une photo du programme commémoratif. Son expression passe à la reconnaissance. Elle confirme qu'une femme blonde qui correspond à cette description vient régulièrement. Kay dit qu'elle se présente généralement les jeudis soirs et s'assoit à la même table du coin. J'écris l'information et la remercie pour son aide. Kay s'appuie sur le pupitre de l'hôtesse et me dit qu'elle ne peut pas partager les images de sécurité sans une demande légale de la police, mais qu'elle est prête à coopérer pleinement s'ils les contactent officiellement. Elle prend un bloc-notes et note l'horaire habituel de la femme ainsi que des détails sur ses commandes et son comportement typique. Puis Kay mentionne quelque chose qui me noue l'estomac. La femme blonde rencontre parfois une autre femme qui pourrait être Reese, selon ma description. Elles s'assoient ensemble pendant des heures à parler à voix basse et à regarder des papiers étalés sur la table. Kay me tend les notes et dit qu'elle espère que ça aidera à l'enquête. Je quitte le restaurant avec le sentiment que les pièces commencent à s'assembler, mais aussi conscient de tout ce que nous ne savons pas encore. 3 jours plus tard, la détective Donnelly appelle pour dire qu'elle a obtenu le mandat pour les images du restaurant et l'enregistrement de l'imprimerie. Le processus légal a progressé plus rapidement que prévu parce que le propriétaire de l'imprimerie a été très coopératif et que le gérant du restaurant a confirmé des réunions suspectes régulières. Mais elle m'avertit que l'examen de toutes les images et la construction d'une affaire solide prendront du temps. Je dois être patient et faire confiance au processus. Je lui dis que j'attendrai, mais intérieurement, je lutte contre la colère et la honte. Je n'arrête pas de penser à la façon dont j'ai complètement cru l'histoire d'Hélène. Comment je me suis assis près de son lit en regardant des films, et j'ai pensé que j'aidais quelqu'un à faire face à la mort avec dignité. Comment j'ai versé de vraies larmes à ce service commémoratif pendant qu'elle planifiait probablement sa prochaine arnaque. La détective Donnelly doit entendre quelque chose dans ma voix parce qu'elle me rappelle qu'être compatissant n'est pas une faiblesse. Hélène a exploité cette qualité, mais cela ne me rend pas stupide de la voir. Ce soir-là, je sors un carnet vierge et je commence à tout écrire. Pas pour l'enquête, mais pour moi. J'ai besoin de comprendre comment quelqu'un pourrait simuler une maladie en phase terminale et manipuler la compassion des gens aussi délibérément. J'écris sur ma rencontre avec Hélène au café et comment elle a glissé ce premier billet de $100 sur la table. Je décris les albums photos et ses histoires sur le camp d'été et sa peur de l'eau. J'écris sur la danse de cette chanson dans son appartement avec sa tête contre ma poitrine et l'odeur du shampoing à la cannelle. J'écris sur ces larmes qui ont mouillé ma chemise quand elle a dit qu'elle avait peur. Chaque souvenir me semble contaminé maintenant, mais je m'oblige à les enregistrer quand même. La trahison fait plus mal que de perdre $200. Traduction en français. French translation. Quel a été le travail le plus triste que vous ayez fait et qui vous a fait tout remettre en question? Je parcourais Craigslist à la recherche de petits boulots quand je suis tombé sur l'annonce la plus étrange que j'ai jamais vue. Pleurer à mes funérailles pour $200. Ça devait être une blague, mais mon expérience m'avait appris que c'était toujours les annonces bizarres qui rapportaient de l'argent. J'ai donc envoyé un message et organisé une rencontre. Eh bien, ce n'était pas une blague. La dame, Hélène, a glissé un billet de $100 roulé sur la table et a souri. C'est ton acompte. Les 100 autres arrivent après que tu aies pleuré à chaudes larmes à mes funérailles dans environ 6 semaines. Je suis resté là, complètement désorienté. Hélène n'avait qu'une trentaine d'années et avait l'air en assez bonne santé, bien qu'un peu fatiguée autour des yeux. « Tes funérailles dans 6 semaines ?» lui ai-je demandé. Elle a acquiescé. « Oui. Les médecins m'ont donné entre 4 et 6 semaines avant que le cancer du pancréas ne mette fin à ma vie. Je sais que ça a l'air morbide, mais je n'ai plus de famille pour pleurer. Et mes amis sont trop superficiels pour s'en soucier. Je veux juste partir en sachant qu'au moins une personne est prête à pleurer pour moi quand je serai parti. Je n'ai pas pu refuser. Je me sentais mal. Je peux pleurer. Je suis très doué pour pleurer, l'ai-je assuré. Hélène a ri de mon enthousiasme. Tu ne peux pas juste te pointer et pleurer pour rien, a-t-elle dit. Tu as besoin de me connaître. D'avoir des souvenirs spécifiques à sangloter. Nous nous sommes donc rencontrés plusieurs heures ce week-end-là, passant du temps ensemble, prenant des photos et des vidéos comme si nous étions amis depuis des années. Elle m'a montré des albums photos,
racontant l'histoire de sa vie, ses aventures, y compris un cahier poussiéreux de sa liste de choses à faire avant de mourir, rempli de spéléologie et de plongée. Elle a souri tristement en disant que c'était dommage que tout cela se termine. Elle a mis de la musique sur Spotify et m'a tendu la main. Dansons. Nous nous sommes balancés dans son appartement, sa tête contre ma poitrine. Elle a avoué, les larmes aux yeux, être terrifiée. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es courageuse, et je suis content de pouvoir t'appeler amie, lui ai-je murmuré sincèrement. Nous avons passé les week-ends suivants ensemble, allant dans des restaurants et des concerts, mais elle s'affaiblissait. Nos réunions sont passées de son salon à sa chambre. Une nuit, elle a dit « J'aimerais que nous nous soyons rencontrés quand j'étais en bonne santé. Nous aurions pu avoir quelque chose de réel. » Quand j'ai essayé de l'embrasser, elle a tourné la tête. « S'il te plaît, ne tombe pas amoureuse d'une femme mourante, » a-t-elle murmuré. Le lendemain matin, son avocat m'a appelé. Hélène était décédée dans son sommeil. Les funérailles étaient dans 2 jours. La nouvelle m'a fait plus mal que tout ce que j'avais ressenti. Je me suis présenté dans mon seul costume. Le directeur m'a donné un programme avec un de nos selfies sur la couverture, me nommant son « ami le plus cher » dans la nécrologie. J'ai pleuré de vraies larmes pendant tout l'éloge funèbre que j'ai prononcé, mais je n'aurais pas dû pleurer. Des mois plus tard, dans un restaurant qu'elle aimait, je l'ai vue. Elle était blonde maintenant, saine, riant avec un homme en costume. Le panique a traversé son visage lorsqu'elle a vu que je l'avais reconnue. Mes mains tremblaient. C'était Hélène, celle qui était morte il y a 3 mois. J'ai revu la scène de notre première rencontre, la conte, l'histoire du cancer et la façon dont nous avions passé les semaines suivantes à créer de faux souvenirs, à danser, à partager des confidences et des larmes sur ma chemise. J'ai revu l'appel de l'avocat, le programme des funérailles. Tout se sentait maintenant comme un mensonge et une trahison. Je me suis levé et j'ai marché vers sa table, mais elle a rapidement saisi son sac et s'est enfuie. Je l'ai suivie, mais elle s'était éclipsée dans l'allée. Je suis resté là, confus et en colère. De retour chez moi, j'ai relu nos anciens messages. Chaque mot semblait faux. J'ai cherché des indices. L'avocat n'avait pas donné son nom, pas de numéro de rappel. Le salon funéraire n'avait pas de certificat de décès. Le gérant de son appartement a dit que le bail était au nom d'une autre personne. Au petit matin, j'ai décidé de chercher la vérité. J'ai établi une liste. Contacter le salon funéraire, vérifier l'état civil, parler à la police. J'ai appelé le salon funéraire et j'ai parlé à Alan Bellamy. Il a avoué que c'était un service commémoratif, pas des funérailles, car il n'y avait jamais eu de reste, pas de corps, pas de cendres. Quelqu'un avait payé en espèces. Le contrat était signé avec une initiale et un nom de famille. À l'état civil, aucune trace de certificat de décès pour Hélène n'a été trouvée dans les 3 mois. L'employé a suggéré qu'il devait y avoir un problème. À la police, l'officier de service est devenu plus intéressé lorsque j'ai raconté l'histoire de l'annonce Craigslist au service commémoratif et à l'avoir revue en vie. J'ai déposé un rapport de fraude potentielle. 2 jours plus tard, la détective Maeve Donnelly des crimes financiers m'a contacté. Elle a suggéré que je publie un message vague en ligne pour trouver d'autres victimes afin de renforcer le cas de vol par tromperie. J'ai posté le message. Quelques heures plus tard, Elias Leblanc m'a envoyé un message privé. Il avait été payé 200 $ pour se faire passer pour le cousin d'Hélène. Il a mentionné quelqu'un appelé Rie qui gérait la logistique. Elias et moi nous sommes rencontrés dans un café. Nous avons comparé nos notes, mêmes instructions de pleurer, même paiement en espèces, aucun des deux n'avait le nom de l'avocat. Nous avions tous deux ressenti une douleur authentique en pensant à la triste histoire d'Hélène. De retour chez moi, j'ai étudié le programme commémoratif et j'ai trouvé un minuscule code d'impression dans le coin. J'ai pris des photos et les ai envoyées à la détective Donnelly. Le lendemain, je suis allé à l'adresse de l'imprimerie. Le propriétaire, Norman, s'est souvenu de la commande urgente payée en espèces. La commande avait été passée par une femme nommée Reese Barnett. J'ai pris une photo du bon de travail. Norman a accepté de partager les images de sécurité avec la police. La détective Donnelly a trouvé une notaire et coordinatrice d'événements portant le nom de Reese Barnett, qui gérait les services commémoratifs. Elle allait demander les images. J'ai promis de ne pas confronter Hélène ni Reese pour ne pas compromettre l'enquête.
Une semaine plus tard, j'ai visité le restaurant à l'heure du déjeuner. Le gérant, Kay Osborne, a confirmé qu'une femme blonde correspondant à la description d'Hélène venait régulièrement les jeudis soirs. Elle a également dit qu'Hélène rencontrait parfois une autre femme qui pourrait être Rhys et qu'elle parlait en privé au-dessus de papier. 3 jours après, la détective Donnelly a appelé pour dire qu'elle avait obtenu les mandats pour les images du restaurant et de l'imprimerie. Elle m'a rappelé d'être patient, même si je me battais contre la colère et la honte. Elle m'a dit qu'être compatissant n'était pas une faiblesse. Cette nuit-là, j'ai commencé à tout écrire dans un cahier. Pas pour l'enquête, mais pour moi-même. J'avais besoin de traiter comment quelqu'un pouvait simuler une maladie terminale et manipuler la compassion des gens. J'ai écrit sur tous les souvenirs que nous avions créés. La trahison faisait plus mal que la perte d'argent. Elle a pris quelque chose de plus précieux, ma confiance et ma douleur sincère. J'écris jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, puis je ferme le carnet et le range dans le tiroir de mon bureau. 2 semaines s'écoulent sans mise à jour majeure de la détective Donnelly. Elle examine les images et prépare le dossier, mais ces choses avancent lentement par les voies officielles. J'essaie de rester occupé avec d'autres petits boulots sur Craigslist, en faisant plus attention maintenant aux annonces auxquelles je réponds. Un jeudi après-midi, je me retrouve à marcher devant le restaurant à l'heure où Kay a mentionné qu'Hélène se présentait habituellement. Je me dis que je ne fais que passer dans le coin, mais je sais que ce n'est pas vrai. Je ralentis en m'approchant des fenêtres et je regarde à l'intérieur. Mon cœur rate un battement lorsque je la vois assise à cette table de coin. Elle porte un pull bleu et ses cheveux blonds captent la lumière des plafonniers. Mes mains tremblent lorsque je sors mon téléphone et commence à enregistrer une courte vidéo à travers la fenêtre. J'essaie de garder l'appareil photo stable et d'obtenir une vue claire de son visage quand, soudain, elle lève les yeux et me voit. Son expression passe de détendue à choquée en un instant. Son visage se décolore et elle se lève si vite que sa chaise grince bruyamment en raclant le sol. Elle attrape son sac à main et se précipite vers la sortie latérale sans même regarder la personne avec qui elle était assise. J'ouvre la porte principale du restaurant et je cours vers la sortie latérale. Mais elle est déjà dehors quand j'arrive. Le parking est mal éclairé et je balaye les rangées de voitures à la recherche de mouvement. Je la vois courir entre les véhicules à une 30aine de mètres. Je la suis, mais elle atteint une berline sombre et saute à l'intérieur. Le moteur démarre immédiatement et elle quitte la place de stationnement en faisant légèrement crisser ses pneus. Je continue d'enregistrer tandis que sa voiture s'éloigne rapidement vers la sortie. J'ai obtenu environ 15 secondes de séquence claire, montrant son visage et sa réaction de panique en me voyant. La qualité vidéo n'est pas terrible car mes mains tremblaient, mais ses traits sont visibles et sa peur est évidente. Je reste debout sur le parking à regarder ses feux arrière disparaître dans la rue. J'ai la poitrine serrée par un mélange de colère et de quelque chose que je ne peux nommer. Je retourne à ma voiture et m'assieds sur le siège conducteur pendant plusieurs minutes avant d'ouvrir mon téléphone. J'envoie le fichier vidéo à la détective Donnelly avec un message expliquant ce qui s'est passé. Puis je reste assis, me sentant vide et en colère, et me demandant à combien d'autres personnes Hélène a fait cela. La détective Donnelly me rappelle le lendemain matin et me dit que la vidéo était exactement ce dont elle avait besoin pour accélérer la demande des images du restaurant. Elle a l'air plus énergique que d'habitude et dit qu'elle aura des résultats dans quelques jours plutôt que quelques semaines. Je passe ces jours à vérifier mon téléphone constamment et à essayer de me concentrer sur des choses normales comme faire les courses et la lessive, mais mon esprit revient sans cesse au visage d'Hélène sur ce parking. Quand la détective Donnelly rappelle finalement, elle me demande de venir au poste pour examiner ce qu'ils ont trouvé. Je me rends immédiatement en voiture et elle m'emmène dans une petite salle de conférence avec un ordinateur portable installé sur la table. Elle clique sur plusieurs clips vidéo montrant Hélène et Rhys assises ensemble à cette même table de coin lors de plusieurs visites. Dans un clip, Rhys glisse une enveloppe épaisse sur la table et Hélène la met dans son sac sans l'ouvrir. La détective Donnelly met la vidéo en pause et me regarde. Elle explique que le dossier est maintenant officiellement ouvert en tant qu'enquête pour fraude et qu'ils sont en train d'établir une chronologie des activités d'Hélène au cours des 6 derniers mois. Je regarde à nouveau les images et je ressens cet étrange mélange de colère et de quelque chose que je ne peux nommer. La détective Donnelly suggère de revoir ce que je sais de la prétendue maladie d'Hélène pour documenter tous les signaux d'alarme que j'ai manqués. Nous restons assis là pendant plus d'1 heure pendant que je décris comment elle prétendait avoir un cancer en phase terminale, mais marchait normalement, prenait des repas complets au restaurant,
ne perdait jamais ses cheveux ou ne montrait aucun signe réel d'être malade. La détective Donnelly prend des notes et souligne que rien de ce que je décris ne correspond à la progression réelle du cancer. Les vrais patients en phase terminale souffriraient constamment, seraient incapables de retenir de la nourriture et auraient besoin d'un soutien médical sérieux. Tout n'était qu'une performance conçue pour me faire pitié et m'impliquer émotionnellement dans sa fausse histoire. Je me sens stupide de ne pas avoir remis tout cela en question à l'époque, mais la détective Donnelly me rappelle que les arnaqueurs sont des professionnels de la manipulation. Ce soir-là, de retour à mon appartement, je sors mon ordinateur portable et je commence à passer en revue toutes les photos de sa liste de souhaits qu'Hélène m'a montrées. Je fais des recherches d'images inversées sur les photos de voyage et mon estomac se tord lorsque plusieurs d'entre elles apparaissent comme des images d'archives provenant de sites web de voyage. La photo d'exploration de grottes apparaît sur un site touristique du Nouveau-Mexique. La photo de la pyramide apparaît sur 3 blogs de voyage différents. Certaines des photos semblent cependant authentiques et personnelles, mais elle a mélangé de vrais fragments de sa vie avec des mensonges complets pour construire une identité fausse plus crédible. J'enregistre des captures d'écran de toutes les images d'archives et de leurs sites web sources, puis j'envoie tout par email à la détective Donnelly. Vers minuit, je navigue sur les réseaux sociaux lorsque je trouve la vidéo que quelqu'un a postée de mon éloge funèbre au service commémoratif. J'hésite avant de cliquer sur play, mais je me force à la regarder. Me voir là, sanglotant sur le courage et les aventures d'Hélène, me rend malade de honte. J'ai parlé de sa force face à la mort. J'ai pleuré de vraies larmes pour avoir perdu une amie. J'ai décrit les souvenirs que nous avons créés ensemble comme s'ils signifiaient quelque chose. Elle était probablement assise quelque part en train de regarder cette vidéo et de rire de la façon dont son plan avait bien fonctionné. Je me demande combien d'autres personnes elle a bernées. Combien d'autres éloges funèbres existent quelque part avec des gens pleurant leur fausse mort? L'idée me met tellement en colère que je dois fermer mon ordinateur portable et m'en éloigner. La détective Donnelly appelle 2 jours plus tard avec une mise à jour sur les accusations possibles. Elle explique que les procureurs envisagent le vol par tromperie et le schéma de fraude, mais qu'ils souhaitent établir un modèle de comportement entre plusieurs victimes pour bâtir un dossier plus solide. Elle s'efforce de trouver d'autres personnes qui pourraient avoir été ciblées par des publications ou des services commémoratifs similaires. Je demande ce qui se passe si elle ne peut pas trouver d'autres victimes, et la détective Donnelly dit que mon cas seul pourrait suffire, mais avoir plusieurs victimes rendrait les poursuites beaucoup plus faciles. Elle me dit d'être patient car ces enquêtes prennent du temps. Alan du salon funéraire me rappelle cet après-midi-là et dit qu'il a examiné le dossier plus attentivement après notre dernière conversation. Il a trouvé des reçus de cartes prépayées qui ont été utilisés pour payer divers services et le numéro de contact sur ces reçus correspond au numéro que Ri a utilisé lorsqu'elle a contacté l'imprimerie au sujet des programmes commémoratifs. Alan a l'air vraiment désolé de toute la situation et mentionne que son entreprise met en œuvre de meilleures procédures de vérification pour les services commémoratifs à l'avenir. Je le remercie d'avoir enquêté et j'ajoute les informations de la carte prépayée à mon dossier de preuves grandissant. Au cours de la semaine suivante, je me surprends à conduire devant ce café où j'ai vu Hélène et Rhys ensemble pour la première fois. Le 3e jour, je les vois à travers la fenêtre assises à une table près de l'arrière. Je me gare dans la rue et j'attrape mon téléphone. Puis je marche nonchalamment devant le magasin tout en tenant mon téléphone comme si j'envoyais des SMS. Je prends plusieurs photos à travers la fenêtre qui les montrent ensemble. Leurs visages sont clairement visibles. Elles sont penchées l'une vers l'autre et parlent intensément de quelque chose. J'enregistre l'heure et l'emplacement sur mon téléphone avant de retourner à ma voiture. La détective Donnelly dit que ce type de documentation est utile, tant que je reste en sécurité et que je ne les aborde pas directement. Elle me rappelle que je suis un témoin et une victime. Pas un enquêteur, mais elle apprécie d'avoir les preuves supplémentaires. Mon téléphone vibre avec un SMS d'un numéro inconnu 3 jours plus tard. Le message dit seulement « Je suis désolé ». Je regarde ces 2 mots pendant plusieurs minutes en essayant de déterminer s'il s'agit vraiment d'Hélène ou d'un numéro aléatoire. L'indicatif régional correspond à celui qu'elle utilisait auparavant. J'envoie immédiatement le SMS à la détective Donnelly et elle me rappelle dans les 10 minutes. Elle me dit de ne pas répondre tout de suite car elle veut se coordonner avec le bureau du procureur sur la meilleure approche. Je reste assis, tenant mon téléphone et ressentant ce besoin de répondre et d'exiger des réponses. Après environ 1 heure, je n'en peux plus
et j'envoie une réponse demandant si nous pouvons nous rencontrer dans un lieu public. La réponse arrive presque immédiatement avec un seul mot. D'accord. J'envoie un SMS à la détective Donnelly pour l'informer de ce que j'ai fait, et elle n'est pas ravie, mais elle comprend. 2 jours plus tard, je suis assis sur un banc dans le parc près de la bibliothèque du centre-ville, attendant de voir si Hélène va vraiment se présenter. Mes mains tremblent et je vérifie l'heure sur mon téléphone. Exactement à 15h30, Hélène traverse la pelouse en direction de mon banc. Elle a l'air différente à la lumière du jour, peut-être plus vieille, avec des cernes que le maquillage ne peut pas tout à fait masquer. Elle s'assoit à l'extrémité du banc, gardant de l'espace entre nous comme si elle craignait que je ne l'attrape. Je commence à dire quelque chose, mais elle regarde au-delà de moi, fixant quelque chose par-dessus mon épaule. Son visage devient pâle et elle se lève rapidement, renversant presque son sac du banc. Elle s'éloigne rapidement sans dire un mot, traversant la pelouse en direction du parking. Je me retourne et je vois une berline banalisée qui entre dans le parking, le genre qui crie « Police », même sans lumière. Je sors mon téléphone et commence à écrire tout ce qu'elle a dit lors de notre dernière conversation, chaque détail dont je peux me souvenir, elle alléguant la solitude et la dette. J'écris pendant 5 minutes, enregistrant ces mots exacts sur la mise en scène du mémorial comme une sorte d'expérience sociale. Son refus d'appeler cela une arnaque. Mes mains tremblent en écrivant, mais je continue parce que je sais que la mémoire s'estompe et change, et j'ai besoin que cela soit documenté tant que c'est frais. La détective Donnelly me rappelle 20 minutes plus tard, et je peux entendre la frustration dans sa voix. Elle me dit qu'Hélène était partie avant que les officiers ne puissent s'approcher suffisamment pour l'intercepter. Elle ne me crie pas dessus, mais elle est ferme lorsqu'elle dit que je ne peux plus avoir de réunion seule. Je suis à la fois une victime et un témoin, explique-t-elle, et cela signifie que je dois suivre les protocoles. Je veux argumenter que j'ai réussi à la faire venir, que je l'ai presque fait parler, mais je sais qu'elle a raison. Elle essaie de protéger l'affaire et de me garder en sécurité. Même si je n'aime pas qu'on me dise quoi faire. Elle me demande de lui envoyer les notes que j'ai tapées, et je le fais tout de suite pendant l'appel, lui transférant tout par email. Le mandat pour les images de sécurité du restaurant arrive environ 1 semaine plus tard. La détective Donnelly m'appelle pour examiner ce qu'ils ont trouvé, et je me rends au poste pour regarder les enregistrements sur son ordinateur. Les images montrent Hélène et Rhys se rencontrant à cette même table arrière au moins 6 fois en 2 mois. Elles se penchent l'une vers l'autre et se passent des enveloppes. Et dans un clip, Rhys glisse ce qui ressemble à une pile de photos sur la table. Mais il y a plus. Les images montrent également Hélène assise avec d'autres personnes que je ne reconnais pas. Différents hommes et femmes qui ont l'air tristes ou émotifs lors de leur conversation avec elle. La détective Donnelly met la vidéo en pause sur un plan montrant un homme d'âge moyen s'essuyant les yeux pendant qu'Hélène lui tient la main de l'autre côté de la table. Elle me dit que ce sont peut-être des victimes supplémentaires et le procureur veut les identifier. Kay fournit des reçus qui montrent le modèle de paiement d'Hélène. Toujours en espèces, toujours les jeudis soirs, remontant à près de 6 mois. Elle donne également une déclaration disant qu'elle a remarqué qu'Hélène rencontrait différentes personnes chaque mois, mais pensait que c'était quelqu'un avec beaucoup d'amis traversant des moments difficiles. Un mandat de perquisition est exécuté pour la boîte postale de Rhys, et le contenu fait tout concorder. Il y a des cartes de condoléances de personnes dont je n'ai jamais entendu parler. Des cartes adressées à des noms qui ne correspondent pas à Hélène. De petites sommes d'argent sont cachées à l'intérieur de certaines d'entre elles. 20 ici, 50 là, avec des notes manuscrites sur le regret de leur perte. Il y a des cartes cadeaux inutilisées de grands détaillants encore dans leur emballage et des reçus de dons faits à de faux noms de bienfaisance. La détective Donnelly étale tout sur une table et prend des photos de chaque article. Elle explique qu'il ne s'agissait pas seulement de mes 200$ ou même de la poignée de personnes payées pour assister au service. Il s'agissait d'une opération plus vaste ciblant le deuil et la sympathie des gens, collectant de petites sommes auprès de multiples sources qui s'additionnaient au fil du temps. L'ampleur devient claire lorsqu'elle compte les cartes et les reçus, estimant au moins 15 services commémoratifs différents au cours de la dernière année. Rhys est emmené pour interrogatoire 2 jours plus tard, et je regarde depuis la salle d'observation pendant que la détective Donnelly et un autre enquêteur lui parlent. Rhys est assise là, calme et professionnelle, vêtue comme si elle allait à une réunion d'affaires. Elle affirme qu'elle n'est qu'une coordinatrice d'événements aidant les gens à planifier des services commémoratifs et des célébrations de la vie.
Elle se dit choquée lorsqu'il mentionne les fausses morts et dit qu'elle n'avait aucune idée qu'Hélène trompait qui que ce soit. Elle insiste sur le fait qu'elle fournissait juste un service légitime, réservant des lieux et imprimant des programmes pour des clients payant ses honoraires. Son avocate, une femme astucieuse en tailleur gris, bloque la plupart des questions importantes. Chaque fois que la détective Donnelly pose des questions sur des paiements spécifiques ou les affirmations d'Hélène concernant la maladie en phase terminale, l'avocate intervient et dit que sa cliente ne peut pas commenter les informations fournies par des tiers. Après 40 minutes, ils doivent la laisser partir. Hélène semble disparaître après notre rencontre dans le parc. Je conduis devant le restaurant un jeudi soir et elle n'est pas là. Kay m'envoie un SMS disant qu'elle ne l'a pas vue depuis 2 semaines. Je vérifie le café où je l'ai vue pour la première fois et il est vide. Ses lieux habituels deviennent silencieux, comme si elle savait que nous la surveillions. Puis, un matin, environ 3 semaines après le parc, je trouve une note manuscrite glissée sous la porte de mon appartement. Le papier est de bonne qualité, de couleur crème sans ligne, et l'écriture est celle d'Hélène. Je la reconnais grâce à la légende de l'album photo qu'elle m'a montré. La note dit qu'elle est désolée, qu'elle n'a jamais voulu me blesser spécifiquement, qu'elle sait que ce qu'elle a fait était mal. Elle ne demande pas pardon et n'offre aucune excuse. Elle dit juste qu'elle est désolée et signe de son nom. Je tiens la note pendant longtemps, la lisant encore et encore, essayant de déterminer si elle est authentique ou juste une autre manipulation. Je m'assois à ma table de cuisine avec la note devant moi et je réalise quelque chose d'important. Ce que je veux vraiment, ce n'est pas la vengeance. Je ne veux même pas qu'Hélène soit sévèrement punie avec la peine de prison maximale ou des amendes énormes. Ce que je veux, c'est m'assurer qu'elle ne puisse pas faire ça à d'autres personnes. Je veux que d'autres personnes seules soient protégées de ce genre de choses, que leur compassion et leur chagrin soient exploités pour de l'argent. Je veux que les gens qui ont envoyé ces cartes de condoléances et de l'argent sachent qu'ils ont été arnaqués afin qu'ils puissent être plus prudents la prochaine fois. J'appelle la détective Donnelly et je lui dis cela, et elle reste silencieuse un instant avant de dire « C'est vraiment mature ». Elle me dit que la meilleure façon de protéger les autres est de coopérer pleinement avec le procureur et de laisser le système judiciaire fonctionner. Je suis d'accord et je remets la note comme preuve. La détective Donnelly m'appelle quelques jours plus tard avec un plan. Elle veut organiser une rencontre contrôlée en utilisant le numéro de téléphone qu'Hélène a utilisé pour m'envoyer un SMS. Les conditions sont claires et elle les répète 2 fois pour s'assurer que je comprends. Lieu public avec de nombreux témoins, officiers en civil à proximité, et je m'en tiens au script exact que nous avons pratiqué. Je suis censé la faire parler des services commémoratifs et des autres personnes qu'elle a ciblées. Je ne suis pas censé l'accuser directement ni la mettre sur la défensive. La détective Donnelly et moi passons 1 heure à parcourir différents scénarios et réponses. J'envoie un SMS depuis mon téléphone demandant si nous pouvons nous rencontrer et parler, et Hélène répond en quelques minutes en disant « D'accord ». Nous organisons la rencontre dans un restaurant de l'autre côté de la ville, un terrain neutre où aucun de nous n'a d'histoire. Le matin de la réunion, j'arrive 30 minutes en avance et le restaurant est plein de gens prenant leur petit déjeuner. Je choisis une cabine près du centre où je peux voir les 2 sorties. 2 officiers sont assis au comptoir déguisés en clients ordinaires et la détective Donnelly est dans une voiture à l'extérieur. Surveillant l'entrée. Hélène entre exactement à l'heure et se glisse dans la cabine en face de moi. Elle a l'air fatiguée et effrayée, rien à voir avec la femme confiante du restaurant. Elle commence à s'excuser immédiatement, disant qu'elle a déjà fait ça à d'autres personnes, qu'elle exécute cette arnaque depuis plus d'1 an. Elle pleure et les larmes semblent réelles, coulant sur ses joues et dégoulinant sur la table. Elle dit qu'elle paiera tout le monde, qu'elle voulait juste se sentir importante pour quelqu'un, qu'être pleurée la faisait se sentir valorisée d'une manière que la vraie vie n'a jamais fait. J'écoute et j'essaie de me souvenir du script quand je vois du mouvement derrière elle. La détective Donnelly et 2 officiers en uniforme s'approchent de notre cabine. Hélène voit mes yeux changer et se retourne. Son visage s'effondre tout simplement lorsqu'elle comprend ce qui se passe. Un officier lui demande de se lever et elle le fait, se déplaçant lentement comme si elle était dans un rêve. Ils lui disent qu'elle est arrêtée pour être interrogée en relation avec de multiples plaintes pour fraude et elle ne résiste pas. Elle ne me regarde qu'une dernière fois avec cette expression brisée avant qu'il ne l'emmène. Après qu'Hélène est emmenée au poste pour son enregistrement, je rentre chez moi
et je m'effondre complètement. L'adrénaline de la réunion disparaît et je reste assis sur mon canapé, me sentant épuisé et vide. Je pensais que je me sentirais satisfait ou victorieux, mais au lieu de cela, je me sens juste triste et confus. Je pleure pendant environ 1 heure. Pas un joli pleur, mais celui qui vous laisse avec un mal de tête. Je pense à la façon dont elle m'a manipulé, mais aussi à quel point elle devait être seule pour faire quelque chose d'aussi extrême. Je pense à danser cette chanson dans son appartement et à quel point cela semblait réel à l'époque. Finalement, je me ressaisis suffisamment pour chercher des thérapeutes dans ma région. Je prends rendez-vous pour la semaine suivante car je sais que j'ai besoin d'aide pour traiter tout cela. Je décide également que je vais être beaucoup plus prudent avec les petits boulots que je prends sur Craigslist à l'avenir. Peut-être que je me limiterai à déplacer des meubles et à faire du jardinage plutôt qu'à tout ce qui implique les émotions ou les histoires de vie des gens. Au cours des semaines suivantes, je rencontre quelqu'un du bureau du procureur à 3 reprises différentes pour travailler sur ma déclaration d'impact de la victime. Nous nous asseyons dans une petite salle de conférence mal éclairée et je repasse tout. Mais cette fois en me concentrant sur la façon dont toute l'arnaque a exploité des personnes qui voulaient aider quelqu'un qui était en train de mourir. Je dis que je veux que l'argent soit remboursé. Non seulement pour moi, mais pour toutes les autres personnes qui ont envoyé des cartes ou de petits dons, pensant qu'elles soutenaient un ami en deuil. Elle prend des notes et me pose des questions spécifiques sur la chronologie et les fausses déclarations médicales. Je passe des heures à revoir les relevés bancaires et les SMS, à faire correspondre les dates et les paiements pour dresser un tableau clair de la fraude. La procureure explique que des déclarations de victimes solides aident à montrer le préjudice réel causé au-delà des montants en dollars. J'écris et réécris ma déclaration probablement 6 fois, essayant d'obtenir le bon ton pour qu'elle soit sérieuse, mais pas en colère ou cruelle. L'affaire traîne en longueur pendant des mois après cette première réunion. Le procureur appelle toutes les quelques semaines pour me tenir au courant des négociations de plaidoyer. L'avocat d'Hélène essaie de faire valoir qu'elle a des problèmes de santé mentale qui expliquent son comportement. Ce qui me met en colère car beaucoup de gens luttent sans organiser d'arnaque élaborée. Finalement, les 2 parties parviennent à un accord selon lequel Hélène plaide coupable de multiples chefs d'accusation de vol par tromperie et de fraude. Ri plaide coupable d'être complice et d'avoir aidé à coordonner les faux services commémoratifs. L'accord de plaidoyer comprend un plan de paiement pour rembourser l'argent aux victimes et une probation avec des travaux communautaires obligatoires axés sur des programmes de soutien en santé mentale. Je suis soulagé de ne pas avoir à subir un procès complet, car je ne pense pas que j'aurais pu supporter de rester assis pendant des semaines de témoignages et de contre-interrogatoires. L'audience de détermination de la peine a lieu par une froide matinée de fin d'automne et je me présente dans le même costume que j'ai porté aux fausses funérailles d'Hélène. La salle d'audience est plus petite que ce à quoi je m'attendais avec des boiseries et des lumières fluorescentes qui bourdonnent légèrement. Quand vient mon tour de faire ma déclaration, je m'approche du microphone et mes mains tremblent un peu en dépliant mes papiers. Je parle de la façon dont la fausse amitié et le chagrin fabriqué m'ont affecté, comment ils m'ont fait remettre en question ma capacité à faire confiance aux gens et à lire les situations. J'explique que je ne suis pas là pour demander une punition sévère ou une vengeance, mais que je veux que la responsabilité soit assumée pour ce qui s'est passé et que je veux empêcher que cela n'arrive à d'autres personnes. Je mentionne les autres victimes qui ont envoyé des cartes de condoléances et de petits dons. Des gens qui ont été manipulés pour pleurer quelqu'un qui n'était pas mort. Ma voix reste ferme tout le long et je ne pleure pas, même si une partie de moi le veut. Quand j'ai fini et que je me rassois, je me sens épuisé, mais aussi soulagé d'avoir dit ce que j'avais à dire. Après que le juge a terminé la sentence, Hélène reçoit 3 ans de probation et doit rembourser tout ce qu'elle a pris, plus des amendes. Alors que les gens commencent à quitter la salle d'audience, un homme en costume coûteux s'approche de moi dans le couloir. Il se présente comme l'avocat d'Hélène et dit qu'elle veut me parler en privé si je suis d'accord. Je le regarde pendant 1 seconde, puis je secoue la tête. Je lui dis que j'ai besoin de me concentrer sur ma propre guérison maintenant et que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire au tribunal. Établir cette limite me semble important et je m'éloigne sans regarder en arrière. Quelques semaines plus tard, je décide de retourner au restaurant où j'ai vu Hélène pour la première fois. Je me gare sur le même parking et je franchis la porte d'entrée, mon cœur battant plus vite que d'habitude. Kay travaille au poste d'hôtesse et quand elle me voit,
Elle hoche légèrement la tête comme si elle se souvenait de tout ce qui s'était passé. Je commande le déjeuner et je m'assois à une table près de la fenêtre, mangeant lentement et regardant les gens marcher dehors. La nourriture a un goût normal et le restaurant ressemble à nouveau à un simple restaurant, pas à une scène de crime ou à un lieu de trahison. Je me prouve que je peux avancer avec des moments normaux et ne pas laisser ce qui s'est passé ruiner tous les endroits où nous sommes allés ensemble. Mon téléphone sonne alors que je finis mon sandwich. Et c'est la détective Donnelly qui appelle avec une mise à jour. Elle me dit qu'ils ont récupéré une partie de l'argent des comptes bancaires de Reese et qu'il est réparti entre toutes les victimes en fonction de ce que chaque personne a perdu. Elle dit également qu'elle a informé d'autres services de police de l'arnaque au cas où des cas similaires apparaîtraient dans différentes villes. L'affaire locale est officiellement classée maintenant, et elle me remercie pour ma coopération tout au long de l'enquête. Je la remercie d'avoir pris tout cela au sérieux et de ne pas m'avoir traité d'idiot pour être tombé dans le panneau. Ce week-end-là, je retrouve Elias pour prendre un café dans un endroit où aucun de nous n'est allé auparavant. Nous parlons de ce qu'il faut faire avec les acomptes originaux de 200 $ que chacun de nous a reçus d'Hélène au début. Nous avons tous les deux encore l'argent parce que cela semblait mal de le dépenser après avoir découvert la vérité. Elias suggère de le donner à une véritable organisation caritative contre le cancer, quelque chose qui aide réellement les gens aux prises avec une maladie en phase terminale au lieu de quelqu'un qui prétend être malade. Je suis immédiatement d'accord car cela semble être un moyen de prendre quelque chose de mauvais et d'en faire quelque chose qui pourrait aider quelqu'un. Nous cherchons des organismes de bienfaisance locaux sur nos téléphones là, dans le café, et nous en choisissons un qui soutient spécifiquement les familles confrontées au cancer du pancréas. De retour à mon appartement, je commence à trier toutes les affaires de mon temps avec Hélène, décidant quoi garder et quoi jeter ou supprimer. Je supprime la plupart des photos de mon téléphone, mais j'en garde quelques-unes d'elles. Non pas parce qu'elles me manquent ou que je veux me souvenir de la fausse amitié, mais parce que je veux des rappels que ma capacité à me soucier des gens est en fait une force, même lorsque quelqu'un en profite. Je garde une photo de nous à un concert et une autre d'un restaurant, juste comme preuve pour moi-même que j'étais prêt à me présenter pour quelqu'un que je pensais être en train de mourir seul. Quelques jours plus tard, je reçois un appel de quelqu'un du centre communautaire du centre-ville me demandant si je serais intéressé par un poste à temps partiel pour parler à des groupes de la sensibilisation aux escroqueries et à la manipulation émotionnelle. Apparemment, la détective Donnelly m'a recommandé après avoir vu comment j'ai géré tout cela. J'y réfléchis pendant peut-être 10 secondes avant de dire oui, car mon expérience pourrait aider d'autres personnes à repérer les signaux d'alarme avant de s'impliquer trop. Transformer la douleur en quelque chose d'utile me donne un sens que je n'ai pas ressenti depuis des mois. Alan du salon funéraire m'appelle un soir pour me dire qu'ils ont complètement mis à jour leur politique pour les services commémoratifs. Ils exigent maintenant beaucoup plus de paperasse et de vérification avant d'organiser tout événement et ont formé tout leur personnel à la vigilance contre la fraude potentielle. Il me remercie d'avoir soulevé le problème et dit que les changements aideront à protéger d'autres familles et empêcheront le salon funéraire d'être utilisé pour des arnaques. Je lui dis que j'apprécie l'appel et que je suis heureux que quelque chose de bien soit sorti de tout ce gâchis. Quelques semaines plus tard, une mince enveloppe apparaît dans ma boîte aux lettres avec le sceau du comté imprimé dans le coin. Je l'ouvre là, dans le couloir, et j'en sors un chèque de 370 $, ma part de l'argent récupéré des comptes de Reese. Je reste là à regarder le montant et à penser à toutes les choses que je pourrais acheter avec. Mais ensuite, je me souviens d'être assis dans le bureau de mon thérapeute la semaine dernière, parlant de la difficulté de faire confiance aux gens parfois. Je replie le chèque dans l'enveloppe et monte à l'étage pour appeler le bureau du thérapeute et demander combien de séances supplémentaires 370 $ couvriront. La réceptionniste me met en attente pendant 1 minute, puis revient et dit que c'est suffisant pour environ 6 rendez-vous de plus si je maintiens le même horaire hebdomadaire. Je réserve les 6 séances immédiatement par téléphone, car prendre soin de ma santé mentale est plus important que d'acheter quoi que ce soit d'autre pour le moment. Ce soir-là, je m'assois à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable et j'ouvre un document vierge. J'avais pensé écrire tout cela pendant des semaines, mais je n'arrêtais pas de le repousser parce que je n'étais pas sûr de ce que je voulais dire ou si quelqu'un s'en soucierait. Mais ensuite, j'ai réalisé que je ne l'écrivais pas pour la sympathie ou l'attention. Je l'écrivais comme un avertissement pour d'autres personnes qui pourraient voir des publicités similaires sur Craigslist ou être approchées par des demandes inhabituelles
qui semblent inoffensives au début. Je commence à écrire l'histoire depuis le début, en la gardant factuelle et claire sans me faire passer pour une victime ou faire passer Hélène pour un monstre. Je me concentre sur les signaux d'alarme que j'ai manqués. J'écris sur les leçons que j'ai apprises sur la façon de me protéger, tout en étant toujours prêt à me soucier des gens. Sur la façon dont la compassion n'a pas à signifier être stupide ou négligent. L'article s'avère plus long que prévu, près de 2000 mots au moment où j'ai terminé et l'enregistre comme brouillon. Je vais probablement le modifier avant de le poster quelque part, mais le simple fait de tout écrire fait du bien, comme si je transformais quelque chose de douloureux en quelque chose qui pourrait aider quelqu'un d'autre à éviter la même erreur. Un soir, environ une semaine plus tard, je marche dans le parc près de l'endroit où se trouvait l'immeuble d'appartement d'Hélène, celui avec la cour où nous avons dansé cette chanson. Je m'arrête un instant près du banc où nous nous sommes assis et avons parlé de sa liste de souhaits, me souvenant à quel point tout cela semblait réel à l'époque, à quel point j'étais convaincu qu'elle était en train de mourir et qu'elle avait besoin d'un ami. Le souvenir ne fait pas aussi mal qu'avant, mais il est toujours là, toujours compliqué. Je reste là pendant environ 30 secondes, juste à regarder la cour vide. Puis je me retourne et je continue de marcher vers chez moi. L'expérience m'a changé d'une manière que je suis encore en train de découvrir, mais elle ne me définit pas et je suis d'accord avec cette vérité compliquée.